Je m'appelle Chloé, 33F. Laissez-moi vous ramener à ces premiers jours où Pierre, mon mari, et moi étions jeunes et fous amoureux. Nous étions le genre de couple qui pensait pouvoir conquérir le monde. Ensemble. Chaque défi, chaque obstacle, nous les affrontions ensemble, main dans la main. Quelque chose de Roméo et Juliette du genre de conneries. Boy, je regrette maintenant de ne pas avoir écouté ma mère. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était à la fois un choc et une bénédiction. Nous étions à peine sortis du lycée, nous n'avions pas un sou et nous n'avions aucune idée de la façon de naviguer dans le monde en tant qu'adulte. C'était un réveil. Des plus désagréables, pour dire les choses poliment. Pierre, le plus responsable des deux, savait qu'il devait trouver un emploi stable et il l'a fait grâce à son oncle. Son oncle dirigeait une petite entreprise peu connue spécialisée dans les fournitures d'emballage. Ce n'était pas glamour, mais c'était un chèque de paie. Un chèque de paie dont nous avions désespérément besoin car, vous vous souvenez? Pour dire les choses gentiment, Pierre n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, alors son oncle a eu du mal à convaincre ses collègues de l'embaucher. Je suppose qu'ils avaient pitié d'un couple de drôles du lycée. Sans abri et attendant un enfant, alors ils lui ont donné un emploi de bureau. Eh bien, un travail assez facile car Pierre n'est pas le plus intelligent des gars. Je suppose qu'il était satisfait, moins initialement, d'un emploi stable et d'une famille en croissance à fournir. Mais la vie a un moyen de lancer des balles courbes, et ses premières années de mariage n'ont pas été aussi lisses que nous l'espérions. Pierre, qui avait autrefois été si plein de rêves et d'ambition, a commencé à changer. Il a bu plus et ses colères se sont manifestées plus souvent. Les réalités de l'âge adulte et le poids de la responsabilité ont commencé à lui peser, je suppose. Notre relation en a souffert. Ce qui était autrefois une mauvaise romance s'est transformé en querelle sur les factures, les tâches ménagères et les routines de la vie quotidienne. Nous avons dû abandonner ces grands rêves stupides de notre jeunesse. Ces rêves de voyager dans le monde, de monter une entreprise ensemble et de vivre dans une grande maison ressemblaient à des souvenirs lointains. Maintenant, j'ai 33 ans. Et Pierre en a 35. Il travaille toujours ce même emploi à l'entrepôt, s'occupe toujours de la comptabilité. C'est un revenu maigre, à peine suffisant pour payer les factures et mettre de la nourriture sur la table. Surtout parce qu'il gaspille la plupart de ses revenus en alcool. Nous avons dû rester dans des parcs à roulottes et dans des appartements vétustes et encombrés de temps en temps, mais nous nous en sortons. Nos disputes étaient comme un disque rayé qui se répétait. Notre petite maison était étouffante avec toute la tension. Nos mots, autrefois doux et affectueux, sont devenus durs et amers. Notre bébé, la seule chose qui nous a réunis, est devenu une source de stress et d'anxiété. Nos mots, autrefois doux et affectueux, sont devenus durs et amers. Notre bébé, la seule chose qui aurait dû nous rapprocher, a fini par vivre avec ma mère. Ça faisait mal comme l'enfer, mais je ne pouvais pas laisser notre enfant assister à ce chaos. Nos disputes sont devenues laides, vraiment laides. L'air était lourd d'accusations et d'insultes. Je lui reprochais ses habitudes de dépenses, lui disant carrément qu'il gaspillait de l'argent. M'appauvrir financièrement. Je l'ai supplié de prendre ses responsabilités et de penser à la famille, mais il me les renvoyait toujours au visage. C'est mon argent, Roxy. Si tu en veux plus, trouve un emploi. Arrête de me déranger et de me dire comment ne dépenser mon putain d'argent. Le fer forgé était riche en ironie. Je savais que je devais contribuer, mais ce n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Je n'avais pas les connexions de Pierre et trouver un emploi était comme chercher une aiguille dans une botte de foie. J'ai écumé les petites annonces et envoyé application après application, mais tout ce que j'ai obtenu, c'était le silence radio ou des lettres de refus. Quand j'ai finalement décroché un travail, Hélène était jamais génial. Je me retrouvais à nettoyer les maisons des autres ou à faire du babysitting pour des familles qui ne se souciaient tout simplement pas de leurs enfants. Je rentrais à la maison épuisée, les mains en lambeaux à force de frotter,
les yeux ensanglantés à cause des cris incessants des enfants que je gardais, mais cela ne couvrait à peine nos factures. Pierre se contentait de renifler mon dur labeur, nous rendant insignifiants. Plus nous nous disputions, plus nous nous éloignions. Nous étions comme deux navires qui se croisaient dans la nuit, désirant davantage mais incapables de nous en sortir ensemble. Je manquais les vieux jours où l'amour semblait tout ce dont nous avions besoin pour conquérir le monde. La politique pas d'appel au travail de Pierre était l'une de ces choses qui me rendaient fou. Il me le répétait sans cesse, s'assurant que sous aucune circonstance ne devrais-je jamais l'appeler. Pendant qu'il travaillait. Je me souviens de cet incident terrifiant qui me donne encore des frissons. La gorge de notre fille avait commencé à enfler et elle avait du mal à respirer. La panique m'a envahi et j'ai appelé Pierre. Espérant qu'il répondrait. Pas de réponse. J'ai laissé des messages frénétiques, disant que c'était urgent, l'appelant encore et encore, essayant de lui dire que notre petite fille avait besoin d'aide médicale. Et toujours, pas un mot de sa part. Des heures ont semblé des jours, et quand il est finalement rentré à la maison, j'étais un désordre nerveux, bien sûr. Je me suis précipité vers la porte, prêt à raconter ce qui s'était passé et à demander son soutien, mais il m'a coupé avant même que je puisse commencer. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Je t'ai dit de ne pas m'appeler quand je suis au travail. De quoi? Quoi? Es-tu vraiment aussi cruel que tu en as l'air, Roxy? Ne m'appelle plus jamais pour des conneries. Je m'en fiche de ce que tu penses être une urgence. Je suis au travail, Roxy, je me tue à la tâche pour ramener de l'argent pour cette famille. Tu ferais mieux d'apprendre à gérer les choses par toi-même. Ces mots m'ont frappé comme une massue, mec. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne pouvait être si cruelle, surtout lorsqu'il s'agissait de la santé de sa fille. La vie ne faisait qu'empirer après cet épisode à l'hôpital avec notre enfant. Pierre et moi ne parlions presque plus, et quand nous le faisions, c'était juste de l'amertume et de la colère. Pour être honnête, j'avais beaucoup réfléchi à le quitter, à m'échapper de ce désordre dans lequel nous étions plongés. Mariage. Mais voici l'affaire. J'étais pris au piège. Je n'avais pas de cagnotte secrète pour un jour de pluie. La plupart de ce que je gagnais allait directement dans notre compte bancaire partagé. Et Pierre regardait cela comme un faucon. Et laissez-moi vous dire, il n'était pas ravi lorsqu'il a vu notre solde baisser. J'ai dû être rusé à ce sujet. J'ai commencé à économiser un peu ici et là, à mettre de l'argent de côté. Chaque fois que je le pouvais. Pierre, bien sûr, a remarqué le changement de nos finances. Il n'a pas retenu, me disant que j'étais paresseux et sans valeur pour ne pas tirer mon épingle du jeu. Ces mots me fait mal comme l'enfer. Mais j'ai dû sucer cela. J'avais un plan. Mon objectif était d'économiser assez d'argent pour survivre pendant quelques mois sans le revenu de Pierre. Ce n'était pas gagné d'avance, mais je devais le faire. Pas seulement pour moi, mais pour ma fille aussi. Je ne pouvais pas la laisser continuer à grandir dans ce désordre toxique. Alors, j'ai continué. J'ai travaillé comme un fou, j'ai pris des quarts supplémentaires, j'ai fait du babysitting de quand j'ai pu, et j'ai mis de côté chaque dollar que je pouvais. Le chemin à venir était flou, mais je savais que je devais faire le grand saut. Je devais trouver un moyen de sortir de ce cauchemar sans fin, même si cela signifiait entrer dans l'inconnu. Un jour, je suppose sans surprise, Ray et moi nous sommes disputés à propos de mon niveau de revenu. Tu es vraiment une sacrée morue, Chloé. Tu ne gagnes presque plus d'argent. Tu penses que tu peux me quitter, Chloé? Tu n'as pas les couilles. Nous avons discuté pendant ce qui semblait être des heures, nous échangeant des mots durs et des accusations amères. Tout s'est effondré ce jour-là, mais je savais que je devais rester fort pour ma fille et pour moi-même. J'en avais assez de vivre dans la peur et la misère. Il était temps de changer. Nous avons discuté pendant des heures, nous échangeant des mots durs et des accusations amères. Tout a atteint son paroxysme lorsque Pierre a quitté la maison, me laissant seul dans notre salon. Détruit.
Je me suis effondrée sur le canapé, les larmes coulant sur mon visage. Je me suis sentie pris au piège, sans espoir et plus seule que jamais. Je savais que je ne pouvais pas me tourner vers mes Annie ou ma mère pour de l'aide. Je ne voulais pas les encombrer de mes problèmes ou sembler faible au besoin d'eux. Alors, j'ai essuyé mes larmes et j'ai regardé le plafond fissuré, déterminée à trouver un moyen de sortir de ce pétrin tout. Seule. Des mois s'étaient écoulés, et chaque fois que je mettais mes petites économies sur la table pour les ajouter aux fonds familiaux, Pierre hurlait après moi et m'accusait de lui cacher encore des choses. J'ai dû mentir et dire que je mettais tout sur la table et que j'avais arrêté mes bêtises. Il m'a fallu un certain temps pour le convaincre de ce mensonge, mais finalement, son amertume s'est transformée en rire. Il se moquait de mes tentatives de le quitter, se vantant souvent d'être le pilier de cette famille et que tout le monde comptait sur lui. Il ne savait pas que je mettais toujours de l'argent de côté sur le côté. Parce que je n'avais pas l'intention de renoncer à mon rêve de m'échapper de cet enfer. Puis le jour le plus horrible de ma vie est arrivé. J'étais dans la petite cuisine, essayant de préparer quelque chose pour mon enfant quand j'ai aperçu la télévision dans le coin. Les nouvelles sont passées, montrant un bâtiment totalement englouti par les flammes. Mon cœur s'est effondré quand j'ai vu que c'était l'entreprise de Pierre. J'ai paniqué. Malgré tout, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour lui. J'ai immédiatement appelé son téléphone, mais il n'a pas répondu. Je lui ai laissé un message vocal, me suppliant de me rappeler. J'ai continué à appeler, mais il n'a jamais décroché. Je me suis sentie impuissante. J'étais assis là, à regarder la télé, alors que les reporters confirmaient que tout le monde dans le bâtiment était en sécurité. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment de malaise. J'ai essayé d'appeler Pierre à nouveau, mais son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. Je lui ai laissé un autre message, lui disant que j'étais là pour lui et que je l'aimais, quoi qu'il arrive. J'espérais qu'il entendrait mon message et qu'il saurait que j'étais là pour lui. Ce n'est que plus tard dans la nuit que j'ai eu des nouvelles de Pierre. Il m'a appelé, sa voix tremblante et incertaine. Je pouvais dire qu'il se passait quelque chose. Il m'a dit qu'il était dans une réunion quand elle. Alarme incendie a retenti. Il avait essayé de partir, mais les portes étaient verrouillées. Il était coincé dans le bâtiment pendant ce qui lui a semblé des heures. Il pensait qu'il allait mourir. Mais alors, le service d'incendie est arrivé, et ils ont réussi à défoncer les portes. Pierre a été la dernière personne à quitter le bâtiment. Il était en sécurité, mais il était traumatisé. J'ai écouté son histoire, mon cœur battant la chamade. Je suis heureuse qu'il soit en sécurité, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de culpabilité. J'avais été tellement absorbée par mes propres luttes que j'avais oublié le danger que Pierre affrontait chaque jour. J'ai réalisé que je devais être là pour lui, le soutenir et l'aider. Je ne pouvais pas laisser mes propres peurs et insécurités s'interposer entre nous. Alors, j'ai pris une décision. J'allais mettre mon rêve de départ en veilleuse. Je resterai et soutiendrai Pierre. Je serai là pour lui, quoi qu'il arrive. Ce ne serait pas facile, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Je le devais à lui, et je le devais à moi-même. J'en avais fini de fuir mes problèmes. J'étais prête à les affronter de front. Mais tu n'as jamais respecté mon travail. Tu as rendu ma vie professionnelle infernale. J'ai essayé de l'expliquer, mais tu n'écoutais pas. Dépêche-toi, mon chéri, je t'ai manqué. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qui était ce? Avant même que je puisse dire un mot ou me remettre de ce que je venais d'entendre, Pierre a raccroché brutalement. J'étais juste là, à tenir mon téléphone, à avoir l'air d'un imbécile quand ça m'a frappé comme une tonne de briques. La raison pour laquelle Pierre avait cette politique pas d'appel au travail n'était pas due à ses précieuses réunions ou à son éthique de travail, c'était parce qu'il était quelque part ailleurs, en train de tromper. Sérieusement, il n'avait aucune idée de l'incendie dans son immeuble de bureau,
ce qui signifie qu'il ne devait pas être là. Il devait être chez sa maîtresse ou sa petite amie, à se blottir. Contre la tromperie? C'était la trahison ultime. Après tout ce que nous avions traversé, tous les hauts et les bas, je pensais qu'il aurait au moins été assez décent pour ne pas me tromper. Mais, avec le recul, je me sentais comme le plus grand imbécile du monde pour ne pas l'avoir vu venir plus tôt. La colère m'a envahi, et je savais que je ne pouvais pas gérer ce désordre tout seul. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. J'ai commencé à faire mes valises, et vous savez quoi? J'ai aussi décidé de faire les bagages de Pierre. S'il voulait me tromper et détruire notre famille, d'accord. Mais il n'allait pas s'en tirer facilement. J'avais des plans, de gros plans. Je allais vendre chaque petite chose de sa camelote pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Et je m'en fichais s'il le reverrait jamais. Je m'en fichais s'il ne reverrait jamais son bébé, et je m'en fichais bien si je ne le reverrais plus jamais. Il était temps de renverser la vapeur, de prendre le contrôle de ma vie. La vie. La rage en moi était insupportable, et je savais que je devais faire quelque chose à ce sujet. Je m'en fichais s'il ne me revoyait plus jamais. Il était temps de renverser la vapeur, de prendre le contrôle de ma vie. La colère me consumait, et à mesure que je remplissais toutes nos affaires dans des boîtes, je ressentais un nouveau sentiment de détermination. Mais la question brûlante restait, quel était mon prochain mouvement? Comment allais-je sortir ma fille et moi-même de ce pétrin? Voilà que je me retrouvais, traînant des boîtes de nos affaires hors de ce vieux traîneau. Cela me semblait aussi lourd que le monde sur mes épaules, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais comme si je prenais le contrôle de ma vie. Je suis allée chez ma mère avec toutes nos affaires, réalisant que je ne pouvais plus le faire seule. Je me suis effondrée et lui ai tout raconté. J'ai pleuré dans ses bras, avouant toutes les choses terribles qui s'étaient produites, en plus de toutes les choses qu'elle savait déjà. Elle était en colère contre moi, à juste titre, pour m'avoir laissé aller si loin. Elle m'avait toujours dit que je pouvais compter sur elle, mais il m'a fallu beaucoup trop longtemps pour enfin accepter son offre. Malgré tout, elle était soulagée que je sois revenue à la raison et ait décidé de déménager chez elle pour le moment. Plus tard dans la soirée, lorsque Raymond est finalement rentré dans ce pauvre traîneau que j'avais l'habitude d'appeler à la maison, il m'a appelé incessamment. Le téléphone a sonné au moins 50 fois, mais je n'avais pas l'intention de décrocher. Au lieu de cela, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'étais occupée. Il a répondu, me menaçant de me poursuivre en justice si je ne lui rendais pas ses affaires. Mais je ne plaisantais plus. Je lui ai dit que s'il faisait cela, je demanderais le divorce. Et crois-moi, le règlement me dévorerait vivant. Avec son adultère ajouté à cela, je pourrais demander plus d'argent, et les chèques de pension alimentaire qu'il devrait couper me ruineraient. Il était furieux, bien sûr, m'insultant et prétendant que je ruinais sa vie. Mais je connaissais mon mari. Je savais qu'il ne voulait pas le cauchemar social et financier d'un divorce. C'était mieux pour nous deux si je partais simplement, et donc, nous nous sommes séparés de cette façon. Tu es un homme pitoyable et faible. Tu ne mérites même pas ta fille. Tu n'as jamais mérité moi. Oh, quoi? Maintenant, tu as une conscience. Maintenant, tu bégayes et balbuties? Tu es un imbécile. Tu es un désordre. Où es-tu en ce moment? Dis-le-moi, je te le jure, je viens chercher mes affaires. Je suis chez ma mère. Envoie-moi l'emplacement tout de suite. Je suis tellement heureuse de l'avoir enfin quitté. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je me sens comme un poids a été enlevé de mes épaules. Je suis enfin libre de toute la colère, de la négligence et du ressentiment. Je souris de nouveau, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai réalisé que quitter Pierre avait été la meilleure décision de ma vie. Je suis enfin libre de la toxicité qui m'a noyée. Je m'occupe de ma fille et nous construisons une nouvelle vie ensemble, une vie remplie d'amour et de soutien, pas de colère, de négligence et de ressentiment.